Espace TV, le 22h. Vendredi 25 juin 2021, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Les titres. Amadou Damaro Camara, le président de l'Assemblée nationale, accusé par ses pairs de faire du népotisme au Parlement. Il aurait confié des marchés à ses proches sans appel d'offres. L'affaire aurait déjà été discutée au palais présidentiel. Les populations de Yomou en Guinée forestière peuvent se réjouir. Elles bénéficient d'un coup de pouce avec le reprofilage du tronçon reliant le district de Kelemada à Kobela jusqu'à Yomou. Vous suivrez le constat de nos reporters basés dans la zone. Et puis nous parlerons de sport avec cette lettre de félicitations du président de la FIFA au Oré Athletic Club qui vient d'être champion de Guinée. Gianni Infantino remercie Antonio Soare pour les efforts consentis pour l'amélioration du football guinéen, africain et mondial. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. À l'Assemblée nationale, tout ne se passe pas très bien. Le président du Parlement est accusé par les présidents des commissions de tout gérer à son niveau et de filer les marchés à ses proches, notamment sa fille, son épouse et à ses beaux-frères. Selon le site d'information Média Guinée, l'honorable Lonseni Camara serait à la tête d'une fronde pour dénoncer des pratiques népotistes au Parlement. Des accusations rejetées, il paraît, par Amadou Damaro Camara qui aurait indiqué au cours d'une réunion que les marchés étaient offerts aux plus méritants. L'affaire aurait été débattue devant le chef de l'État et aux dernières nouvelles, des élus du peuple n'excluraient pas de demander la modification de la durée du mandat du président du Parlement et la recomposition du bureau de l'Assemblée nationale. C'est le site Média Guinée qui nous l'apprend. Nous y reviendrons demain dans nos prochaines éditions d'information. Restons toujours au Parlement pour dire que le ministre du Budget a procédé à la présentation du rapport d'exécution budgétaire 2020. C'est un exercice qui vise à informer les élus de la manière par laquelle le budget a été utilisé et quel est son niveau d'exécution. Malgré plusieurs contraintes annoncées par le ministre du Budget, il affirme que l'économie guinéenne a été résiliente en 2020. Reportage Mamoudou Boulere Diallo. Le compte-rendu de l'exécution budgétaire doit être présenté chaque trimestre à l'Assemblée nationale et également mis à la disposition du public. L'exercice vise à accroître la transparence dans la gestion de la chose publique. L'exécution globale des recettes du budget de l'État sur la base des informations communiquées par les régies de recettes à fin décembre 2020 se chiffre à 18 757,45 milliards contre un objectif de 21 364,1 milliards en loi de finances rectificative, soit 87,80% de réalisation. Comparé aux recettes totales mobilisées en 2019 pour 17 373,02 milliards, la réalisation de 2020 a enregistré un taux de croissance de 8%. Ce qui donne un PIB qui s'établit à 16,92% en 2020 contre 13,95% en 2019, poursuit le ministre du Budget devant les parlementaires. Ces recettes mobilisées se répartissent en recettes fiscales pour 16 830,13 milliards, 89,72%, les dons, legs et fonds de concours pour 1496,81 milliards, 7,98%, et les autres recettes pour 430,52 milliards, 2,30%. Les recettes totales mobilisées sont autour de 88,08%. Les recettes fiscales, 89,76%. Et les autres catégories sont estimées à 7,98%. Les prévisions budgétaires, elles, restent évolutives, selon le ministre du Budget. Au mois d'avril passé, nous avons eu une consultation au titre de l'article 4 du FMI avec les services du Fonds monétaire. Cette estimation a été
révisé et à la sortie, nous avons un taux de croissance de 7,7%. L'opinion se questionne sur le rapport entre le tableau vert affiché par le pôle financier guinéen et les périodes difficiles annoncées par le président de la République. Parallèlement à cette présentation du ministre du Budget, l'examen de documents de programmation pluriannuelle 2022-2024 a eu lieu. C'est un comité technique créé par arrêté conjoint. Les cadres venus du pôle financier ont travaillé le document qui sera présenté en conseil interministériel, puis en conseil des ministres avant d'arriver à l'Assemblée nationale. C'est un reportage toujours de Bambou Doubouleur et Diallo, rendu en studio par Mohamed Damaro Kamara. Ce document technique retient l'attention du haut niveau. Le comité de pilotage est placé sous l'égide de la primature. Le directeur national du budget explique le contenu du rapport. Ce document renferme ce que nous appelons dans notre jargon le CBMT, c'est-à-dire le cadre du budget à moyen terme. Alors, ce cadre budgétaire à moyen terme nous donne des agrégations au niveau de la mobilisation des ressources, des dépenses et des moyens de financement du déficit. Et ce document est élaboré en tenant compte des stratégies nationales et sectorielles qui elles-mêmes se trouvent agrégées dans le cadrage macroéconomique. Et à partir de ce cadrage, nous faisons un cadrage budgétaire. Les tendances budgétaires définissent la ligne de conduite de l'exécution budgétaire. Les cadres travaillent malicieusement pour identifier et extirper toute erreur pouvant impacter son adoption. Ce document est bien sûr un élément de projection. Il est parsemé de chiffres importants, évalués techniquement. Donc il y a beaucoup de chiffres sur les tendances budgétaires à venir, qu'elles concernent les recettes ou qu'elles concernent les dépenses ou encore les financements. Il y a également des informations précises sur les projets d'avenir, les projets qui vont structurer l'économie dans l'avenir. Toutes ces données ont été compilées, analysées par les techniciens des trois départements financiers, parfois en liaison avec, par exemple, pour donner un exemple, les ministères de production, l'élevage, l'agriculture, les ministères de développement, les ministères qui ont trait, notamment la justice et autres, qui ont trait avec la gouvernance. Donc c'est vraiment un moment de contact, de discussion, une phase très participative de notre procédure budgétaire, participative au niveau de l'exécutif et également participative avec le législateur, avec lequel donc, le ministre du Budget va faire ses présentations très prochainement. Le comité de pilotage a peu de temps pour finaliser les travaux. Le texte sera soumis d'abord en débat lors du conseil interministériel de ce mardi, puis en conseil des ministres avant sa présentation en séance plénière à l'Assemblée nationale. Lors du Conseil des ministres hier jeudi, une série d'annonces et des mesures ont été prises parmi les plus importantes figure la découverte d'or à Kuncitel à Gawal, la pandémie de Covid-19 et l'organisation des examens nationaux, session 2021. Comme d'habitude, le compte-rendu de ce conseil a été fait par le ministre Thibou Camara. On suit cet élément de Justin Leno et d'Ali Ouba. Comme toujours, Alpha Condé déteste de tourner autour du pot. Au Conseil des ministres de ce jeudi, le président guinéen a insisté sur la mise en place sans délai précis d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur la situation qui prévaut à Gawal, dans la région administrative de Boké. A rappelé qu'une découverte récente d'une mine d'or dans la localité de Kuncitel a fait naître une situation jusqu'ici pas totalement maîtrisée. Le chef de l'État a exigé du gouvernement de prendre toutes ses responsabilités pour parer à tout débordement de la situation et instruire que les populations vivant dans cette nouvelle zone aurifère bénéficient de tous leurs droits, jouissent pleinement de leur liberté et surtout vivent dans la sécurité. Autre point à l'ordre du jour, c'était la tenue prochaine des examens nationaux, session 2021. À cet effet, Alpha Condé instruit tous les acteurs impliqués dans l'organisation de ces concours à tout mettre en œuvre pour l'exécution rapide de ces instructions. Monsieur le Président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé, a instruit le Premier ministre
en concertation avec tous les acteurs concernés et impliqués dans le processus d'organisation des examens nationaux, de prendre toutes les mesures et initiatives nécessaires en vue de proposer un calendrier pour la tenue rapide des examens en tenant compte du caractère exceptionnel lié à la pandémie de la COVID-19 de l'année scolaire et académique en cours. Au Conseil des ministres, il a été signalé que la radiodiffusion-télévision guinéenne RTG fera objet de réformes dans les temps à venir. Il a été demandé au ministre de la Communication et de l'Information de faire le point de la situation avant d'engager la réforme qui transforme le statut de la RTG, parce que nous voulons que cette réforme soit efficace et donc se fasse dans un esprit de justice et d'équité et revoir aussi bien les moyens que les personnels pour que la nouvelle structure qui va être mise en place soit plus efficace, plus efficiente, parce que c'est finalement l'objectif de l'érection de la RTG en office. Comme toujours, le Conseil des ministres s'est terminé par l'instruction phare, celle qui consiste à appliquer la politique gouvernée autrement du président Alpha Condé. Autre point de l'actualité, Damantan Albert Camara, DAC, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Et c'est le nom du nouveau Fonds social de la sécurité et de la protection civile. C'est un fonds mis en place pour améliorer les conditions de vie des agents des services de sécurité. C'est une assurance pour les fonctionnaires qui pourront désormais encaisser une partie de leur salaire mensuel qui leur sera profitable une fois à la retraite. L'inauguration de ce lieu a eu lieu ce vendredi dans l'enceinte du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Reportage. À l'inauguration du Fonds social de la sécurité et de la protection civile, une minute de silence est observée à la mémoire de tous les travailleurs de la sécurité qui risquent leur vie au quotidien, comme l'adjudant-chef Aboubakar Traoré froidement tué dans l'exercice de ses fonctions. Cet espace qui porte le nom du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Albert Damantan Camara, vient pour assurer la vie des policiers. Monsieur le ministre, le conseil d'administration du Fonds social de la sécurité et de la protection civile a cru en la nécessité de faire un plaidoyer pour créer des meilleures conditions de travail en faveur de la direction générale. Cette salle de référence est composée de bureaux équipés d'ordinateurs et un espace réservé pour la tenue des réunions. Vous allez et vous devez assurer la protection des citoyens en toute impartialité avec un esprit républicain. Mais sachez que le gouvernement, l'État et la République sera toujours derrière vous lorsque dans le cadre de vos activités, vous aurez à subir des dommages ou des drames. Mais comment ce fonds pourra changer la vie des fonctionnaires du secteur de la sécurité? C'est très simple, explique le ministre Damantan Albert Camara. À la fin de chaque mois, il va y avoir des prélèvements obligatoires sur le salaire de chaque travailleur et l'argent sera encaissé. Il devra être utilisé qu'une fois à la retraite, mais des exceptions pourront se faire en cas d'accident grave ou encore de mort subite, comme c'est le cas du policier tué ce mercredi. Nous souhaitons que chaque travailleur, chaque travailleuse du département de la sécurité n'ait besoin de ce fonds qu'en fin de carrière, au moment où il s'agira de toucher la retraite. Mais nous avons vu, il y a 2 jours, que votre carrière peut être jalonnée d'incidents, de drames, et qu'à un moment donné, vous pouvez avoir besoin de la solidarité de tout le département à travers ce fonds social pour tenir certaines épreuves. Sur l'assurance et la protection des policiers, plus rien ne sera comme avant, insiste le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Damantan Albert Camara a conclu en disant, je cite, « Quiconque touche désormais à un policier a touché à la nation et sera jugé conformément à la loi. » La Guinée dispose désormais de 10 experts laborantins en diagnostic biologique du paludisme. La cérémonie de remise des satisfecits d'accréditation de l'OMS s'est déroulée ce vendredi. Ces experts guinéens accrédités contribueront à l'amélioration de la qualité des soins, une meilleure prise en charge en cas de paludisme. Dans les formations sanitaires, ils contribueront surtout à rendre le système de santé guinéen plus robuste et résilient. Al-Seni Bari, Mohamed Al-Hussein Camara pour plus de précisions.
Cette cérémonie de remise des certificats d'accréditation de l'OMS aux experts en microscopie du paludisme couronne 5 jours de formation de 12 laborantins venus de Conakry, Boké, Labé et Kindia. Seuls 10 ont été retenus. Ces techniciens pourront désormais dispenser des formations ou des recyclages en diagnostic du paludisme, former des formateurs, développer la Banque nationale de diapositives sur le paludisme, élaborer des procédures opérationnelles standards. Cette formation qu'ils ont bénéficiée a été organisée par le projet Stop Palu Plus sur financement de l'USAID Guinée. D'ailleurs, l'objectif du projet Stop Palu Plus est d'améliorer la qualité des services de diagnostic et de traitement du paludisme. Je les félicite et j'espère qu'ils viendront sans doute améliorer la qualité des services de diagnostic dans les structures sanitaires, contribuant ainsi à améliorer la qualité des services et à sauver des vies. Une satisfaction pour ces 10 récipiendaires qui promettent d'en faire bon usage de ces acquis. Je suis très fière de moi et du projet Stop Palu Plus. Je compte vraiment à réussir, à booster, à continuer à travailler pour encore avoir d'autres certificats plus que ça. Le paludisme est la première cause de morbidité et de mortalité dans le monde. L'effort de la Guinée est à saluer, selon l'OMS. Il y a près de 500 000 enfants qui meurent dans le monde à cause du paludisme chaque année. Et la Guinée est en train de mettre des moyens à travers ses partenaires comme le Fonds mondial, le projet Stop Palu, le ministère et tous les autres partenaires. Donc l'OMS est fière d'avoir pu participer à cette accréditation d'agents de laboratoire. Pour le représentant du ministre de la Santé, le développement de la Guinée n'est possible qu'avec des ressources humaines qualifiées. Et la cérémonie de remise des certificats d'accréditation de l'OMS n'est qu'une aubaine pour le gouvernement. Parmi les stratégies efficaces de lutte contre le paludisme, le diagnostic biologique de tous les cas suspects ainsi que le traitement efficace et précoce des cas confirmés demeure une priorité. L'objectif est de tester et de traiter au moins 90% des cas de paludisme, qu'ils soient simples ou graves, dans les formations sanitaires conformément aux directives nationales. Fixer les objectifs est une chose, mais il est primordial d'acquérir les moyens pour les atteindre. Cela se traduit tantôt par l'existence de ressources humaines qualifiées. Santé toujours, 2 mois après le début des opérations de vaccination de routine contre la poliomyélite à Conakry, les autorités sanitaires ainsi que les partenaires ont procédé au lancement des activités de vaccination, de rattrapage dans les 5 communes de la capitale Conakry. Cette 2e opération s'inscrit dans le cadre du programme élargi de vaccination contre les maladies infectieuses. 2000 enfants et 2000 femmes en consultation prénatale sont ciblés par la CONAJUP Guinée et les 310 agents formés pour la circonstance. Ali Badara Camara, Ibrahima Souri Camara pour plus de précisions. Ils sont au total 310 agents mobilisateurs sociaux à être outillés en technique de communication interpersonnelle dans le cadre des opérations de la vaccination de rattrapage contre la poliomyélite. Pour toucher ceux qui n'ont pas bénéficié de la première dose de vaccination de routine, ces agents seront déployés dans les différents centres de santé de la capitale. Nous ne devrions pas continuer à accepter que des enfants et des femmes tombent malades alors qu'il existe des vaccins susceptibles de les protéger une fois qu'ils sont suivis. Il y a donc un impératif de santé publique à améliorer la couverture vaccinale de notre population. Pour rattraper les 2000 enfants et 2000 femmes en consultation prénatale, la CONAJUP Guinée, en collaboration avec ses partenaires, se sont fixés un délai de 2 mois. La mise en œuvre des activités de rattrapage des enfants perdus de vue permettront d'améliorer la couverture effective de la vaccination de routine. Sur la base des expériences vécues lors des premières opérations de vaccination contre la poliomyélite, ces agents ont été largement informés des difficultés qu'ils pourraient rencontrer sur le terrain. La direction communale de la santé de Ratoma, quant à elle, compte sur l'effort de tous les acteurs impliqués dans le processus. Mesdames et messieurs,
distingués invités, je peux vous garantir encore que cette réussite dépend forcément d'un effort de solidarité entre toutes les parties prenantes de la communauté. Nous remercions toujours l'effort des partenaires techniques et financiers, mais aussi de la communauté. Pour rappel, la Guinée a recensé plus de 2 cas de paralysie flash aiguë depuis le début de l'année en cours. Entamé depuis plusieurs mois, le projet d'élaboration de la stratégie nationale intégrée pour le financement des ODD entendait objectif du développement durable en Guinée suit son cours normal. La restitution des résultats de l'évaluation de l'espace fiscal des communes de 10 collectivités a été faite vendredi devant les partenaires. C'est un programme conjoint du PNUD, de l'UNICEF et de l'UNCDF et du gouvernement à travers le ministère du Plan. Compte rendu Djena Bangoura, Lamine Silla. Cet atelier est consacré à la présentation du rapport d'évaluation de l'espace fiscal de 10 collectivités guinéennes. Il intervient à la suite des évaluations de novembre et décembre 2020 des communes urbaines de Boké, Bofa, Kindia, Mamou et Labé et celles de mars-avril 2021 qui ont touché les communes rurales de Kamsar, Sangaredi, Koba, Samaya et Douné. Ce vendredi donc, il était question de partager avec les partenaires du programme conjoint les résultats obtenus à travers cet exercice. L'objectif, c'est d'appuyer le gouvernement à financer les ODD en Guinée, avoir une stratégie de financement des ODD en Guinée. Et là, le volet qui nous est confié, ça veut dire à UNCDF, à travers le projet AGREM, c'est l'évaluation de l'espace fiscal des collectivités afin d'arriver à une stratégie de mobilisation des ressources au niveau local. Ce programme diversement apprécié par les participants a permis de connaître plusieurs difficultés, notamment celles liées à la fiscalité dans ces collectivités locales. Mais le rapport présenté nous prouve qu'il y a suffisamment de problèmes au niveau local dans la mobilisation, soit par ignorance, soit parce qu'il y a d'autres investissements qui viennent, tels que l'ANAFIC et autres, qui rendent nos communes un peu paresseuses dans la mobilisation des ressources. Pour la mobilisation efficace des ressources, des recommandations sont faites aux différentes collectivités concernées par ce projet. La commune doit se lever pour mobiliser efficacement les ressources à l'intérieur. Et si la commune, dans cette foulée, recherche des appuis au niveau de l'État et au niveau des partenaires, c'est dans le cadre de la valorisation de la fiscalité locale. Ça, c'est la première des recommandations. Une des recommandations aussi réside dans le fait que les communes doivent avoir une gestion efficace. À l'issue de cet atelier, il est attendu que les partenaires du programme conjoint soient suffisamment informés sur les résultats de l'évaluation de l'espace fiscal des 10 communes ciblées et que leurs observations soient prises en compte dans la rédaction du rapport final de la mission. Autre élément dans ce journal, la Caisse nationale de sécurité sociale a offert un important lot de vivres à l'orphelinat Hakuna Matata situé au quartier d'Abompa dans la commune de Matoto. Ce geste de la CNSS s'inscrit dans le cadre du mois de l'enfant. C'est avec beaucoup d'émotion que l'orphelinat a reçu ce don destiné aux enfants déshérités et orphelins. Antoinette Dédé Onivogui, Djibril Kaba Camara pour plus de détails. Pour le mois de l'enfant, la Caisse nationale de sécurité sociale a bien voulu voler au secours des orphelins d'Hakuna Matata, 6 à Dapompa, sous la clairvoyance de l'âge Malik Sankon. Ce don est composé d'une tonne de riz, de savon, de l'huile et bien d'autres vivres. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans le mois de juin, le mois consacré au mois de l'enfance. Donc la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, à travers son directeur général, M. Malik Sankon, a initié de venir faire l'offre à l'orphelinat Hakuna Matata dans le cadre du mois de juin pour venir en secours à la couche vulnérable. De plusieurs vies, vous avez des lots de riz, de lait, puis de savon qui sont nécessaires juste pour les enfants déshérités.
Très émerveillée par cet acte, la responsable de l'orphelinat a vivement remercié les donateurs. Nous remercions déjà infiniment la Caisse nationale de sécurité sociale d'avoir choisi notre orphelinat. Vraiment, ça nous va droit au cœur et nous sommes très touchés, surtout quand ça concerne l'alimentaire des enfants, parce qu'aujourd'hui, nous avons 95 bouches à nourrir chaque jour et 3 fois par jour. La fondatrice tend toujours la main aux personnes de bonne volonté afin d'agir en faveur de ces orphelins. Oui, on appelle toujours les bonnes volontés à venir nous aider parce que on a des besoins. En plus, ça nous permet justement de prendre d'autres enfants. Plus on a d'aide et plus on peut aider encore, secourir d'autres enfants. Et oui, on a souvent des difficultés, surtout en matière de santé des enfants, quant au bon suivi, quand on a des examens à faire où il faut débourser beaucoup d'argent, quand il y a des opérations en urgence. Donc c'est là qu'on demande de venir nous aider, quoi. La cérémonie de remise a eu lieu en présence de plusieurs cadres de la CNSS qui sont venus représenter le directeur général. A rappelé que depuis 2017, la CNSS choisit à travers son directeur un orphelinat pour faire des dons. La Fédération de l'hôtellerie touristique, restauration et branches connexes en Guinée a commémoré ce jeudi l'an 1 de la mort de Mariam Camara, ex-travailleuse de l'hôtel Sheraton. Cette ancienne employée de l'hôtel, malade, n'avait pas bénéficié d'une prise en charge sanitaire jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ses collègues du service ont mis l'occasion à profit pour dénoncer le non-respect des principes de la liberté syndicale et les licenciements abusifs. Mariam Fodé Camara, Yacouba Traoré. Mariam Camara, employée au Sheraton depuis 2016, est tombée malade en avril 2020. Son employeur aurait refusé de payer sa prime de prise en charge sanitaire estimée à 5 millions de francs guinéens. Mariam succombera quelque temps après par faute de paiement. La Fédération de l'hôtellerie touristique, restaurant et bar en Guinée a dénoncé une négligence par la direction générale de Sheraton. Aujourd'hui, ça fait 1 an. Nous nous sommes dit que ça a été une négligence de la direction de Sheraton Grand Conakry où elle travaillait. Elle a été hospitalisée, elle a perdu son âme parce que l'hôtel a été incapable de payer ses médicaments. Elle est décédée. Nous nous sommes dit que c'est obligatoire que les entreprises prennent en charge leurs travailleurs. La secrétaire générale de la Fédération de l'hôtellerie touristique, restaurant et bar en Guinée a réitéré son engagement pour rétablir les travailleurs licenciés dans leurs droits. Depuis près de 2 ans, nous luttons sur le terrain pour que la direction sache que les syndicalistes licenciés, ils les ont licenciés à tort. Et nous avons envoyé des correspondances à notre ministère du tutelle. Hier, la ministre nous a reçus. Nous attendons la suite. Contrairement à certains hôtels, Sheraton n'assure pas la prise en charge sanitaire de ses travailleurs. Pourtant, l'article 12 du Code de travail est clair. Au-delà de cet état de fait, certains travailleurs sont arbitrairement licenciés. C'est le cas de cette jeune dame. On a travaillé au sein de Sheraton, ça fait 5 ans. Même salaire, pas d'augmentation, pas de prise en charge. Même quand tu es malade, on t'oblige de travailler, comme si nous sommes des esclaves. Des travailleurs en fonction par peur de perdre leur boulot n'ont pas souhaité expliquer leur calvaire. Ils invitent en offre leur ministère de tutelle à faire face à leur situation. Atelier de renforcement des capacités des PME de collecte dans la gestion de la relation client GRC de communication sociale. Ce vendredi à Conakry, c'est une initiative du programme Sanita Ville Propre en partenariat avec la CONAG. Une activité mise en œuvre par Enabel, Rosaline Goto-Monemou, Yacouba Traoré. La campagne Mon quartier propre du programme Sanita, en collaboration avec la CONAG, est financée par l'Union européenne et mise en place par l'agence de développement belge Enabel. Après cette formation de renforcement des capacités des PME, le programme Sanita envisage accompagner ces PME de précollecte auprès des institutions financières afin qu'elles soient dotées de matériel adéquat pour répondre aux besoins des populations sur le terrain. À l'issue de ce parcours d'acquisition de compétences, il y aura également une phase d'accompagnement
auprès des institutions de financement pour permettre à ces PME-là d'acquérir du matériel et équipement afin de répondre efficacement aux besoins de la clientèle. Plusieurs mobiles ont été vus au cours de cette formation, comme le marketing social, une communication qui consiste à convaincre et maintenir la clientèle. Les échanges avec les participants ont été satisfaisants et encourageants selon la formatrice. Les échanges qui viennent d'avoir lieu au sein de cet atelier sont très encourageants parce que les PME ont une lucidité par rapport aux failles actuelles du système et aussi ils savent qu'on est dans une démarche de professionnalisation du système. Donc ils savent qu'il y a une dynamique qui est là et ils sont vraiment engagés à rejoindre la dynamique, à faire leur part afin que le changement de comportement souhaité au niveau des populations puisse être effectif. La coordination nationale des acteurs de l'assainissement de Guinée, CONAG, rassure la population de la qualité du service qui sera rendu sur le terrain par les PME de précollecte dans le cadre de l'assainissement de la ville de Conakry. Après le processus de renforcement des capacités des PME, je crois que la première retombée que les Guinéens vont constater sur le terrain, c'est la propreté de la ville. La ville serait propre parce que les PME seront suffisamment outillés pour faire face aux inondations dans les quartiers. Il faut noter que ces PME de précollecte contribueront à la réussite de la campagne Mon quartier propre qui a pour objectif l'adoption de bonnes pratiques de gestion des déchets et l'augmentation de l'adhésion des ménages au service de précollecte. Clôture ce vendredi de l'atelier de consolidation sur les enjeux liés à la cybercriminalité, comment contribuer à l'amélioration de la cybersécurité et à lutter contre la cybercriminalité. C'est une initiative du ministère des Postes et Télécommunications en partenariat avec la CEDEAO pour contribuer à l'amélioration de la cybersécurité et à lutter contre la cybercriminalité. Mohamed Valek Touré, Alseni Camara. La cybercriminalité, un réel programme de nos jours. Tous les pays sont concernés et les stratégies de lutte diffèrent selon les nations. En Afrique, de nombreux pays ne sont pas en mesure de se protéger. Durant 2 jours de formation et de sensibilisation sur les enjeux liés à la cybercriminalité, les experts venus de différents pays ont souligné la nécessité de renforcer les mécanismes de lutte afin de faire face aux menaces croissantes posées par la cybercriminalité. Le constat, il vient principalement de 2 axes. Le premier axe est le constat national. Il y a eu un état des lieux qui a été fait dans le cadre de la mise en œuvre du document de politique et de stratégie nationale en matière de cybersécurité, cybercriminalité et cyberdéfense, qui nous a poussé à identifier un ensemble de tares au niveau national. Cet atelier vise à outiller les acteurs intervenant dans la lutte contre la cybercriminalité en conformité avec les instruments juridiques, les droits fondamentaux de l'homme et les bonnes pratiques. Pendant 2 jours, les fonctionnaires de l'ANSSI, les magistrats du parquet et autres verront leurs capacités renforcées dans le domaine de l'investigation numérique. C'est une volonté de la CEDEAO et c'est comme ça que le projet est né. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a fait une phase de diagnostic, on a identifié on a fait la situation, on a travaillé sur l'identification des besoins, on a identifié aussi la situation de la Guinée, notamment même les autres pays, pour savoir l'état de préparation en matière de cybersécurité. Les experts réunis à cet atelier ont à tour de rôle martelé l'importance de l'engagement de l'ensemble des pays membres. Une fois validée, la stratégie régionale devrait s'appliquer au cadre des États bénéficiaires afin que les acquis du développement numérique soient préservés dans un environnement sûr. C'est vraiment un volet, c'est une des actions à mener, mais il y a beaucoup d'autres activités à faire, notamment la mise en place d'une stratégie nationale de cybersécurité. Et je sais qu'actuellement l'ANSSI est en train de travailler dessus. Et il y a aussi beaucoup de formations à mettre. Il y a aussi la sensibilisation, aussi bien pour les décideurs. Les participants ont également échangé sur les défis que représentent les législations nationales, régionales et internationales en matière de protection des données
en particulier dans le domaine de la cybercriminalité. Ouf de soulagement pour les citoyens de Yomu en région forestière. Le tronçon chaotique reliant le district de Kelemada à Kobela jusqu'à Yomu connaît désormais des travaux de reprofilage. Cette réhabilitation vise à lever les contraintes liées au transport des produits agricoles et la circulation des citoyens. C'est un reportage que nous signe Moïse Bitienama, notre correspondant dans la zone. Longue sur plus de 110 km entre la préfecture de Zérékouré et Yomu, cette route est restée impraticable depuis plusieurs années. Sa réhabilitation vient de mettre un terme au calvaire des usagers. Lorsque la route n'était pas bonne pour le transport de nos produits de notre village jusqu'en ville là-bas, ce n'était pas facile. Donc tes produits pouvaient même retarder sur la route jusqu'à même 2 jours comme ça là, parce que s'il y a une partie là-bas, si là-bas c'est dégradé, en tout cas l'accès était inaccessible. Je suis très content aujourd'hui à travers les travaux, le début du travaux, parce qu'avant même pour aller à Yomu, tout c'était des difficultés. Si tu as des problèmes d'aller à Yomu, c'était difficile. Donc on était obligé de ranger certains de nos problèmes vers Zérékouré. Donc même Zérékouré aussi, la route de Zérékouré entre Ouro et Kremenzou, c'était des problèmes encore. Et nous remercions aussi Fromo Denis qui a fait aussi les démarches pour nous. Ces travaux devront alléger les difficultés des citoyens avant les grandes pluies qui s'annoncent. Un soulagement pour les autorités locales. Notre route depuis 2014 avait connu un reprofilage. Mais depuis 2014 jusqu'à nos jours, c'était du vrai calvaire. Et les usagers avaient du mal à joindre Zérékouré. La commune de Boué appartient à la préfecture de Yomu. Mais des fois, à des réunions, on ne pouvait pas y participer. Pourquoi? Parce que l'état de la route vraiment était défectueux. Mais aujourd'hui, franchement, nous sommes très contents de voir ces machines-là sur la route. Les usagers de cette route pourraient désormais être à l'abri des boues, des trous béants et des inondations. Toutefois, d'autres travaux pourraient aussi désenclaver Yomu. Boué doit être rallié à la préfecture de Massanta, en passant par Yarakwale, pour que la préfecture de Yomu soit encore désenclavée. À ce niveau, c'est un fleuve Diani qui est là-bas, c'est un vieux bac qui est à ce niveau. Si on pouvait trouver les voies et moyens pour nous faire un pont, pour rallier la préfecture entière à celle de Massanta, ça serait encore la chose la plus souhaitée encore de plus. En attendant, les usagers de la route poussent un ouf de soulagement quant aux travaux entamés. En plus bref, pour clore ce journal, sport football, le Oroya Athletic Club est sacré champion de Guinée. Il s'agit du 19e sacre de ce club et le 9e d'affilée. Antonio Soare, le propriétaire du club, a reçu les félicitations du président de la FIFA. Une lettre dans laquelle Gianni Infantino adresse un message d'encouragement à tous les joueurs et au staff technique. Il a surtout saisi l'occasion pour remercier Antonio pour sa contribution au développement et à la prospérité du football en Guinée, en Afrique et dans le monde entier. Voilà donc cet élément met fin à ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Bonne nuit chez vous. Au revoir.